République depuis 1932. Lebrun, comme tous ses prédécesseurs, a été élu par le Congrès, c'est-à-dire par les sénateurs et les députés réunis à Versailles, qui choisissaient l'un d'entre eux. Députés et sénateurs sont venus par cette matinée ensoleillée dans la ville du Roi Soleil désigner le chef de l'État. Le Trianon a le privilège de réunir en ce jour mémorable un nombre impressionnant de vedettes. Vedettes de la politique, de la diplomatie, des arts, de la littérature. Vedettes du théâtre et de l'écran. Les plus méchants disaient que le jeu consistait à élire le plus nul, le plus terne ou le plus docile. C'est le président potiche de la Troisième République qui ne décide de rien, qui n'intervient pas ou presque. On attend de lui qu'il promulgue les lois sans tergiverser et qu'à chaque gouvernement qui tombe, il appelle celui que la majorité du jour lui désigne et qui formera le prochain gouvernement. Albert Lebrun s'en est tenu là, strictement. Il a nommé indifféremment des présidents du Conseil de tous bords, de droite, de gauche, du centre. Avec l'accord moral de la nation unie à ses élus, je continuerai, dis-je, en fils dévoué et fervent de la République et de la patrie, à remplir le mandat que vient de me renouveler l'Assemblée nationale dans un sentiment de confiance qui lui vaut toute ma reconnaissance. Aussi, en mars 1940, il a appelé Paul Reynaud. Et 3 mois plus tard, quand Reynaud lui a remis sa démission, Albert Lebrun a appelé Philippe Pétain. N'ayant jamais eu l'habitude de prendre d'initiative, ce choix d'appeler Pétain doit forcément aux circonstances. C'est de cela, de la transition entre Reynaud et Pétain, qu'il est venu parler au tribunal. L'affaire qui vaut la comparution du maréchal Pétain devant la haute cour. Il était peut-être 11 heures du soir et j'avais la préoccupation que la France eût un gouvernement le lendemain, car